Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous accueillir. Nous ne sommes pas à Avignon, bien que l'environnement de ce studio avec les personnalités, les lieux que vous connaissez bien nous rappelle ces bons moments du côté d'Avignon. Dirigeant en pays d'Avignon, je suis aux côtés de Jean-Pierre Hulot, qui est cofondateur du groupe IGS, qui est administrateur du groupe et qui est notre metteur en scène de Dirigeant en pays d'Avignon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fred. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, vous l'avez compris, on est sur un plateau de télévision. On s'est dit qu'il ne fallait pas rompre le lien et que cette marque DPA, promue par le groupe IGS, eh bien, elle devait continuer à vivre en attendant DPA, vous l'avez vu, jusqu'à, nous le souhaitons tous ardemment, le mois de juillet prochain, le mois de juillet 2021. Je voudrais remercier nos partenaires, sans lesquels cette émission n'aurait pas lieu et notre colloque non plus. Le premier d'entre eux, évidemment, Talentsoft, Epoca, Unip, Adecco, la maison Jean Villard aussi. Alors je dis ce premier rendez-vous en digital parce que notre idée avec Jean-Pierre, avec tout le comité d'organisation, c'est de vous faire tenir jusqu'à juillet prochain avec des rendez-vous réguliers. On va essayer de le faire une fois par mois, hein, Jean-Pierre. À peu près, oui. Voilà, une séquence, une saga en plusieurs épisodes, on y reviendra. On a un premier invité de marque et je suis très touché qu'il ait accepté notre invitation et qui va être sur cette grande scène virtuelle de Dirigeants en pays d'Avignon. C'est le président directeur général du groupe Orange, Stéphane Richard, qui sera avec nous d'ici quelques secondes sur la grande scène. Christophe Barbier sera là tout à l'heure. Son regard aiguisé, décalé, avec ce côté culturel qu'on lui connaît et dans lequel il excelle. Il sera là pour clore cette séquence et cette émission. Évidemment, vous allez pouvoir vous poser vos questions avec le chat à Stéphane Richard. Donc ça promet d'être une émission très très riche. On va commencer tout de suite. Un jingle, le lever de rideau de Dirigeants en pays d'Avignon virtuel et j'échange avec notre Jean-Pierre tout de suite. Alors Jean-Pierre, je suis en ta compagnie. C'est vrai qu'on a toujours cette bonne habitude qu'on a prise de commencer avec toi, le prologue de DPA, j'allais dire. Année 20, année folle. Ça nous parle comme thématique, hein. Alors ça nous parle, oui, bien sûr que ça nous parle, et c'est en fait le télescopage de 2000 millésimes, c'est nos années 2020, là qu'on est en train de vivre, pas toujours de façon très sympathique, et puis 1920, les années folles du siècle dernier, et derrière ce clin d'œil, en fait, il y a finalement un pari qui est un pari optimiste, qui est d'imaginer qu'après chaque cataclysme mortifère que nous vivons, il y a toujours une période qui est une période créatrice, libératrice, une sorte de sociothérapie du bonheur qui fait que les choses reprennent de façon plus souriante qu'elles ne se sont terminées. Alors c'est vrai qu'aux 10 millions de morts de la Première Guerre mondiale a succédé le surréalisme, Montmartre, Montparnasse, le premier Tour de France cycliste, donc voilà, beau souvenir. Ouais. Qu'ensuite, aux 60 millions de victimes du deuxième conflit mondial a succédé à ce moment-là l'existentialisme, Albert Camus, Juliette Gréco, Boris Vian et sa trompinette. Donc là aussi une sorte de ressourcement ou de ressourçage, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut employer, mais positif. Et puis n'oublions pas, alors là en allant beaucoup plus loin, n'oublions pas que à ce qu'on a appelé la peste noire, 200 millions de morts, a succédé la Renaissance. Et donc on peut se poser légitimement aujourd'hui la question de savoir quelle sera notre Renaissance à nous après la période que nous vivons. Voilà, 7 siècles plus tard, après ce 14e siècle que tu évoquais à l'instant, voilà. Jean-Pierre. Retour sur cette séquence que nous vivons et le pourquoi de ce format, Jean-Pierre, je le disais, il fallait pas perdre le lien, hein, c'est ça, hein. Je crois que finalement la pandémie nous a privés d'une chose, c'est qu'elle nous a privés d'un colloque qui aurait dû avoir lieu en juillet dernier. Ouais. Et que maintenant on a devant nous celui de 2021 qui, nous l'espérons, se tiendra. Et c'est vrai qu'on ne voulait pas perdre ce lien entre les deux et que pour le renouer, on a pensé en fait effectivement à quelque chose qui a été de cette série d'entretiens, appelons-les
ils ne sont pas virtuels, mais digitaux. Ouais. Voilà. Alors, c'était important et je vous remercie infiniment d'être là, présent, en direct avec nous. Et puis, vous allez être nombreux et nombreux à nous suivre, évidemment, en replay. Et renouer la tradition de DPA avec son esprit aussi, et pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément, ces valeurs humaines. Hein. Oui, tout à fait, c'est-à-dire avec ces valeurs humaines, avec effectivement, cette idée quand même qu'il faut qu'on sorte et qu'il faut qu'on s'extirpe aujourd'hui de cette sorte de comment dirais-je, de retour constant, morbide. Tu appelles ça une rumination. Cette rumination, ouais, voilà, cette sorte de rumination constante, et d'essayer de regarder dans ce qui s'est passé, d'essayer d'y prendre le meilleur, d'essayer de retrouver les belles expériences, et dans le fond, au bout du compte, utiliser cette expression bien connue dans les milieux de la formation qui est la valorisation des acquis de l'expérience. C'est bien ça qu'on a devant nous. Exactement. Parce qu'on vit une expérience qui est quand même extraordinaire. Vaste ambition. Alors, on voit loin, hein, tu le dis, Jean-Pierre, hein, c'est un projet qui nous porte jusqu'à, on l'espère, juillet 2021. On espère que ça va nous porter, effectivement. On va tout faire pour que ça nous porte jusqu'à juillet 21. Et dans le fond, ce qu'on a devant nous, c'est 6 mois, 6 actes, 6 questions. Et ces questions, elles vont forcément tourner autour de la culture, elles vont tourner autour du monde et des territoires, elles vont tourner autour de la santé, de l'argent, du travail, des médias. Donc, dans le fond, des questions éternelles, mais questions éternelles remasterisées par la crise. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous éclairer comme tu le fais, toujours avec beaucoup de pertinence. Année 20, année folle, hein, cette thématique ombrelle. Et la première émission, le premier épisode, circuit court, court-circuit. On en parle tout de suite avec notre invité de marque sur la grande scène. C'est Stéphane Richard et c'est maintenant. Merci à Stéphane Richard d'être avec nous. Merci Stéphane d'être avec nous en duplex et en direct pour participer, être sur la grande scène de dirigeants en Pays d'Avignon grâce au groupe IGS. Moi j'ai envie de poser une première question en lien avec cette séquence. Qu'est-ce qu'on peut retirer? Alors à la fois l'homme qui parle, le manager, le leader de ce qu'on vient de vivre et de ce qu'on continue à vivre avec ces notions de connectivité, alors que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour les clients Orange et plus largement pour toute la société française. Alors, on était une entreprise qui était assez avancée en matière de télétravail, puisqu'on avait près de 40% en fait, de nos salariés, avant la crise, qui pratiquaient d'une manière régulière le télétravail. On a dû passer en quelques jours à quasiment 100%, hein, si je mets de côté les techniciens, en effet. Et ce qui veut dire qu'à l'échelle du groupe, il y a plus de 100 000 salariés qui sont passés en quelques jours en télétravail. Vous imaginez aussi quand même l'adaptation à la réactivité que ça suppose. Donc, voilà, moi je suis assez bluffé, je dois dire, par cette réaction collective qu'on a pu avoir, qu'on a su avoir, et puis par le fait que nos clients finalement le reconnaissent malgré tout. Si je regarde, vous savez, la mesure de la satisfaction des clients, qui est quelque chose qu'on suit bien évidemment en permanence, on voit qu'elle a fait des bonds quasiment historiques pendant cette période de crise. Donc au total, voilà, je dirais que c'est plutôt, bien sûr, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'angoisse, beaucoup de douleur aussi, parce qu'il y a des gens qui ont été frappés par la maladie, directement ou dans leur famille. Mais pour l'entreprise, je pense que ça a été aussi la démonstration de son utilité et, d'une certaine façon, de son efficacité. Stéphane Richard, vous promouvez, vous développez une démarche qui allie à la fois l'environnement, l'inclusion, le digital et l'humain. Alors quand on parle de circuit court, de court-circuit, là ça prend tout son sens aussi, cette démarche que vous avez. Oui, nous on a choisi, je dirais au-delà de nos enjeux technologiques ou opérationnels ou de croissance, de se positionner sur deux grandes thématiques sociale ou sociétale plutôt, la question environnementale et la question du défi climatique qui existait bien évidemment avant cette crise sanitaire, mais qui, de mon point de vue, va se trouver probablement encore plus au premier plan des projets et des préoccupations de l'humanité après. On pourra y revenir. Donc, nous, on a choisi de prendre des objectifs assez ambitieux dans ce domaine, avant la crise, puisque c'est des décisions qui ont été prises fin 2019, notamment visant la neutralité carbone sans compensation
Scope 3, pour ceux qui connaissent, Ouais. en 2040, donc 10 ans avant les accords de Paris. Ça suppose énormément d'actions, énormément d'initiatives prises un peu partout dans le monde d'ailleurs. Mais c'est un objectif important qui mobilise beaucoup aussi d'ailleurs l'entreprise et toutes ses parties prenantes. Donc, après, il y a un autre deuxième thème qui est, alors lui pour le coup, c'est trouvé particulièrement mis en évidence par cette crise, qui est la question de l'inclusion. Je rappelle juste ce chiffre, hein, sur la planète aujourd'hui, un peu plus de 7 milliards d'habitants, il y a pratiquement la moitié encore des êtres humains qui n'ont pas, qui n'ont pas d'accès à Internet. Alors, ils n'ont pas d'accès à Internet en fait essentiellement pour deux raisons. Un tout petit peu parce qu'il n'y a pas de couverture, parce qu'il n'y a pas de réseau. C'est à peu près 800 millions hein, de personnes sur la planète. Vous voyez, c'est que 800 millions d'un certain point de vue. Et la vaste majorité des gens qui ne sont pas des citoyens du numérique, c'est parce qu'en fait, ils manquent de tout le reste. C'est-à-dire, ils manquent de terminaux, ils manquent de la formation minimum pour pouvoir utiliser des services digitaux, etc. Donc, cette fracture numérique, elle est très importante parce que dans le moment que nous connaissons depuis un an, eh bien, elle devient insupportable. Et elle n'est pas que dans des pays en voie de développement, elle n'est pas que en Afrique, par exemple pour nous, elle est aussi dans notre pays, en France, en Europe. En France, il y a plus de 10 millions de personnes qui disent, quand on fait des enquêtes, être très mal à l'aise par rapport au digital. Par exemple, ne pas savoir écrire ou envoyer un mail, ou ouvrir un mail. 10 millions de Français, oui, donc c'est loin d'être un phénomène marginal, c'est massif. Cette question de l'inclusion, on en a fait là aussi un objectif fort pour nous. Alors, évidemment, ça suppose d'autres moyens d'action. Moi, je pense notamment à la Fondation Orange, qui est très active et que d'ailleurs j'ai décidé de doter de moyens renforcés l'année dernière, parce qu'on a doublé son budget pour 3 ans qui viennent, parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire dans ce domaine. Et vous voyez, cette question de l'inclusion qu'on avait choisie comme un thème central avant la crise sanitaire, elle se trouve encore plus importante et pertinente à la lumière de cette expérience qu'on vient de vivre. Que vous nous dites, Stéphane Richard, moi j'aimerais avoir votre avis, parce qu'on parle beaucoup des territoires, on parlait tout à l'heure avec Jean-Daniel Lévy de cette déconnexion entre le pouvoir central tout en haut et puis les territoires, les élus locaux, mais on parle aussi des entreprises. Comment vous analysez tout ça? Quel est votre sentiment sur ce qui se passe aujourd'hui, le rôle des entreprises, le rôle des élus locaux, les territoires et puis ce qui est au sommet de l'État? C'est vrai que d'un certain point de vue, les questions d'organisation qui se posent dans le public, qu'est-ce qui doit être fait au niveau central, qu'est-ce qui doit être laissé au niveau local, elles se posent aussi dans les entreprises, dans les grandes entreprises en tout cas, comme Orange. Il y avait plutôt, qui vient du public en plus, d'une culture publique, donc il y avait plutôt quand même des pratiques ou des habitudes de centralisation excessives. Moi, ça a été un de mes grands combats depuis que je suis ici, ça fait plus de 10 ans, qui a été au contraire de décentraliser au maximum et de donner plus de leviers d'intervention au niveau local. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je trouve qu'en France, il y a une sorte de paradoxe très profond et contradiction dans l'esprit des gens entre d'un côté ce besoin de proximité, ces critiques qui fusent sans arrêt contre l'État centralisateur ou l'entreprise qui décide tout à Paris, et de l'autre côté, cette espèce de frénésie, d'égalitarisme, qui est quand même quelque chose de très profond aussi chez nous. Et donc, souvent, on ne supporte pas que finalement la situation soit différente quand on est à Nice ou quand on est à Bordeaux ou quand on est à Metz ou quand on est... Et donc, vous avez les mêmes gens qui vous disent on est trop centralisé, il faut laisser davantage d'autonomie et de capacité de décider au niveau local, et qui vous disent c'est insupportable que les mêmes règles ne s'appliquent pas partout. Bon, donc il faut trouver un peu une espèce de juste milieu entre tout ça. Moi je suis profondément girondin pour le coup et pas jacobin, et je crois beaucoup au contraire à cette nécessité d'être près des lieux de vie, des environnements de vie, des environnements de travail des gens. Alors c'est vrai que ça crée des inégalités, hein.
y compris, je citerai l'exemple du vécu du confinement, hein, et ce qu'on nous annonce en ce moment avec ce spectre d'un nouveau confinement, chevauchant ce qu'on appelle encore des vacances. Je ne sais pas très bien à quoi ça va ressembler, ces vacances, une drôle d'expression. C'est sûr que quand on habite dans les Alpes, être confiné, c'est pas la même chose que quand on habite dans Paris ou en Seine-Saint-Denis. Je me mets à la place des Français qui entendent ces projets de, entre guillemets, vacances rallongées en restant enfermés à la maison avec des enfants en plus qui n'ont pas d'activité. Ouais. C'est quand on est en Seine-Saint-Denis ou quand on est dans le Massif central ou dans les Alpes, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Donc oui, il y a des inégalités de fait qui correspondent aussi parfois à des choix de vie, parfois à des situations subies. Mais voilà, moi, ma ligne directrice, c'est que on n'est jamais quand même aussi efficace pour la plupart des sujets, pas pour tout, mais pour la plupart des sujets, quand on colle vraiment à la réalité du terrain. Vous voyez, le télétravail ou les questions des déplacements, elles se posent beaucoup dans les grandes villes, elles se posent beaucoup moins à la campagne. Quand vous êtes sur un site, je ne sais pas moi, à Rodez ou dans une ville du Massif central, la plupart des salariés qui vont sur ce site, ils utilisent leur voiture. Enfin, pas la plupart, la totalité d'ailleurs, il n'y a pas de transport public. Ouais. Et donc, pour eux, enfin, la question du trajet, du déplacement, n'est pas du tout la même que quand on utilise, ni en termes de sécurité sanitaire, de risque sanitaire, ni même en termes de pénibilité au quotidien, que quand on utilise le RER tous les matins. Donc, oui, plutôt Girondin. Ok. Stéphane Richard, la 5G, on en parle beaucoup, la fibre aussi. Alors, est-ce qu'on réconcilie du coup le local et le global avec ces technologies? Parce que beaucoup se disent, mais oui, mais que va finalement apporter la 5G? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est pas mieux la fibre? Vous marchez sur ces deux jambes, j'allais dire. Hein. D'un point de vue, disons, rationnel et objectif, nous sommes dans un monde qui se digitalise à vitesse grand V. Tout ce que nous avons vécu ces derniers mois ne va faire qu'accélérer les choses. Le e-commerce, l'éducation à distance, la télésanté, la télémédecine, etc. La voiture autonome, tout ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui arrive devant nous. Tout ça va nécessiter des besoins de réseaux toujours plus forts, plus importants, de débit plus important. C'est clair. On a besoin de toutes les technologies pour accompagner cette digitalisation du monde. Les réseaux fixes, c'est le chantier de la fibre optique en France, et les réseaux mobiles. Donc il n'y a pas d'effet d'éviction ou de compétition entre la fibre et la 5G. On a besoin de tout. Après, c'est vrai que d'un point de vue de l'acceptabilité, mot très en vogue en ce moment, au contraire, je veux dire, il y a une impatience générale de la voir arriver, la fibre. Stéphane, pardon de vous couper, combien en termes de fibre? Parce que Orange fait un travail énorme pour fibrer justement la France. Hein. Oui, Orange fait un travail considérable, entre nous d'ailleurs, je trouve qu'on n'en est pas toujours remercié, enfin remercié c'est pas le mot, mais en tout cas reconnu. Voilà, ouais. Reconnu. On fait un travail considérable, si vous voulez. Aujourd'hui, on a un peu plus de 20 millions de foyers qui sont fibrés en France. Un peu plus de 20 millions, hein, donc on a dépassé les 50% de foyers qui ont un accès à la fibre. Ils ne sont pas tous raccordés encore à la fibre, hein, mais il y en a une grande partie, pratiquement la moitié aujourd'hui, qui sont raccordés à la fibre. Ça fait de la France un des pays les plus fibrés au monde, aujourd'hui, hein, déjà. On est en train de rejoindre le peloton des pays qu'on présentait un peu comme modèle, des références et d'avant-garde il y a quelques années, le Japon, la Corée du Sud, etc. On est en train d'arriver dans ce groupe-là. On est un cas, je vais dire, unique en Europe, avec peut-être l'Espagne, qui a aussi mené cette politique. Hein, mais il faut savoir que partout autour de nous, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Europe centrale, on n'a pas ces réseaux de fibre. Donc, il y a un effort colossal qui est fait. Et si vous voulez, en 2020, alors qu'il y a eu cette crise sanitaire et ces contraintes, nous avons construit plus d'accès optique qu'en 2019. Donc non seulement ce chantier ne s'est pas arrêté, mais il a même continué à s'accélérer. On a fait près de 3,5 millions de nouveaux accès fibre optique en 2020, pendant la crise. Donc c'est pour dire que c'est un effort gigantesque, c'est une machine industrielle énorme, et c'est Orange qui tient ce chantier à bout de bras. Et ça, il faut le dire. Bien sûr qu'on construit un réseau qui est largement ouvert à tout le monde, mais la responsabilité concrète de construire ce réseau, c'est Orange qui l'a
qui l'assume, qui a décidé de le faire, qui s'est engagé dans ce domaine. Bon, donc, merci de m'en fournir l'occasion, parce que c'est vrai que ça nous tient beaucoup à cœur. La 5G, donc, Stéphane. La fibre, on l'a fait. Alors, après, il y a la 5G. La 5G, c'est un sujet différent, qui malheureusement cristallise un peu tout ce qu'il y a dire pas forcément reluisant dans le monde d'aujourd'hui, parce que le digital, c'est le meilleur et le pire. Quand votre intervenant précédent parlait du miroir grossissant, et d'un accélérateur d'ailleurs de tendance, hein, qui est un peu au fond ce qu'on vit, malheureusement ça grossit ce qu'il y a de bien, c'est la solidarité, c'est tout ce qu'il y a de bien quand même, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi tout ce qu'il y a de mauvais. Et tout ce qu'il y a de mauvais, c'est le complotisme, c'est les fake news, et c'est la récupération à des fins politiciennes de sujets qui ne devraient pas l'être. La 5G, c'est quand même un peu ça. Malheureusement, en France, la 5G est arrivée à un moment de campagne électorale, municipale. Malheureusement, je dirais, les écolos français, à la différence de beaucoup d'autres partis écologistes dans le monde, y compris dans les pays les plus avancés dans ce domaine, par exemple la Scandinavie. La Scandinavie, qui sont des pays qui ont une conscience environnementale très forte, sont les premiers à avoir implanté la 5G. Il n'y a pas eu du tout ces débats que des débats que nous voyons en France. Donc la 5G a été un objet du débat, municipal, c'est dommage. Politique, oui. Politique, oui. Avec une espèce d'accusation assez diverses d'ailleurs, hein, et des propos qui sont à la limite du scandaleux. Hein, quand j'entends M. Piolle expliquer que la 5G, ça ne servira qu'à regarder des films porno dans les ascenseurs, alors qu'il est maire de Grenoble, qui est quand même la capitale française de la microélectronique. Donc déjà, en tant qu'élu, il devrait juste se dire qu'il y a une grande partie des emplois et de la richesse de sa ville qui est dans des entreprises qui fabriquent. On nous dit l'énergie, parce qu'en fait, ça va encourager les usages. Fantastique. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait dire aux gens, attendez, vous avez des smartphones, vous utilisez divers services comme ça tout le jour pour vivre et pour fonctionner. Hein, parce que là, si on ne pouvait pas se parler par le moyen qu'on utilise aujourd'hui, il n'y aura pas de conférence ce matin du tout. Hein. Exactement. Donc, il va falloir vous limiter, parce que tout ça, ça consomme de l'énergie, vous comprenez? Donc, il va falloir que votre téléphone, vous allez vous en servir 1 heure par jour, pas plus. Ça me fait penser un peu à ce que les parents font avec leurs jeunes enfants pour essayer de limiter le temps d'écran, sauf que là, ça sera pour des raisons prétendument écolo. Alors, ce raisonnement-là, outre le fait il contient une espèce de vision d'éducation maoïste, hein, des peuples que moi, je récuse profondément, on sait à votre place ce qui est votre bien. Ça passe sous silence un aspect considérable du sujet, qui est qu'est-ce que le digital évite. Quand on fait une réunion comme ce matin, de fait, il y a 100, 150, 200 personnes, je ne sais pas combien de personnes sont connectées, 160, qui n'ont pas pris les transports, 160, qui n'ont pas pris leur voiture, etc., pour se rendre dans un lieu qu'il aurait fallu chauffer, qu'il aurait fallu aménager, qu'il aurait fallu, etc. Donc, vous voyez bien que le bilan carbone d'une réunion digitale, il est infiniment meilleur que le bilan carbone d'une réunion physique. Alors, il manque beaucoup de choses, bien évidemment, mais d'un point de vue environnemental, c'est quand même compliqué d'affirmer le contraire. Il y a une étude de l'agence de l'ADEME qui nous dit que le bilan carbone entre une réunion physique et une réunion par visioconférence, c'est de 1 à 100. Économie de 1 à 100. Ouais. Donc, aller expliquer que la 5G est mauvaise pour la planète, quand on voit concrètement ce que ça permet,
Ça me paraît quand même un peu imposé. Alors, on a des questions, on a beaucoup de questions qui arrivent, Stéphane Richard, pour vous, et il y a beaucoup de questions relatives à cette thématique de l'Afrique. C'est vrai qu'Orange est particulièrement à la manœuvre en Afrique. Vous disiez, hein, ça permet avec les réseaux eh bien, de faire que la vie locale puisse se développer, les liens entre les personnes, mais aussi du travail. On peut parler aussi des câbles sous-marins, on en parlait avec les Antilles. Bref, la connectivité au service du développement des territoires, mais là on est au niveau mondial, là. On est dans des circuits plus longs, on va dire. En Afrique, le digital, ce qu'on appelle le digital, ça commence par le téléphone mobile évidemment, a changé la face, j'allais dire pas du monde, mais en tout cas de ce continent. Si vous voulez, aujourd'hui il y a pratiquement un téléphone mobile ou une carte SIM par habitant en Afrique. On est à plus d'1 milliard de cartes SIM. Le smartphone, dont on se disait c'est quand même un équipement relativement cher, plein de technologies, il est aujourd'hui massivement présent en Afrique. Il y a un pays comme le Sénégal, plus de 60% de la base équipée en smartphone. Donc ça a été bien évidemment un catalyseur fantastique du développement. Pourquoi ? Parce que le digital permet sinon d'effacer, mais en tout cas d'atténuer ou de surmonter les handicaps structurels du développement de l'Afrique. La faiblesse des infrastructures, de transport notamment, et puis la faiblesse de tous ces activités et ces institutions qui permettent au fond de créer un peu les sous-bassements du développement. Prenons un exemple concret, les transactions financières. En Afrique subsaharienne, le taux de bancarisation est bas, historiquement bas. Il y a à peu près 10% de la population qui a un compte bancaire. Donc, quand on n'a pas de compte bancaire, on n'est pas dans l'économie formelle, moderne, qui permet la sécurité et la fiabilité, la rapidité des transactions, c'est une évidence. Donc, les opérateurs télécoms, ils ont inventé quelque chose qui est tout simple, qui consiste à utiliser le téléphone pour finalement faire un compte bancaire. Ça s'appelle un compte électronique, c'est de la monnaie électronique. Et donc, à travers le téléphone, on peut payer, on peut faire des virements, on peut faire des transferts. Ça, c'était le début. Et puis après, on a bien entendu étoffé la gamme des services. Aujourd'hui, nous faisons de l'inclusion financière en Afrique à travers ce service de monnaie électronique pour plus de 2 fois plus de personnes que les banques. C'est-à-dire que si vous regardez le nombre de gens qui utilisent ces services de monnaie électronique, il y en a à peu près 2 fois et demi plus en réalité en nombre que de gens qui ont des comptes bancaires. Le total des transactions, si je prends uniquement le cas d'Orange, on a un peu plus de 20 millions aujourd'hui d'utilisateurs actifs du mobile banking en Afrique. Le total des transactions que nous organisons, c'est 50 milliards d'euros par an. 50 milliards d'euros par an, c'est-à-dire c'est plus, par exemple, que toute la Société Générale. Donc, voilà l'exemple d'une innovation qui est née en Afrique et qui a vraiment changé la vie de beaucoup d'Africains. Parce que, vous savez, l'Afrique, c'était les queues pour payer en cash. Donc, vous faisiez la queue pour payer tout, en fait, et notamment pour payer vos recharges de téléphone déjà. Aujourd'hui, on a un système de recharging à travers le mobile money qui permet aux gens de plus se déplacer dans les agences et de faire ça sans faire la queue. Voilà, c'est juste un exemple. Mais donc, l'Afrique, c'est vraiment l'endroit où le digital peut apporter le plus dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la culture, dans les médias et les contenus. Peut-être aussi dans la démocratie, d'un certain point de vue. Regardez combien les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans les événements politiques ces dernières années. Donc oui, je crois vraiment que cette révolution digitale, elle peut produire un véritable choc de développement en Afrique. Et nous, on y travaille en étant très présents sur ce continent. On élargit un petit peu le spectre, le forum de Davos en digital et en virtuel, évidemment, cette année. Beaucoup prônent et veulent promouvoir une culture internationale de la gestion du risque. Davos avait raison en disant qu'il va y avoir des risques de pandémie. Votre regard par rapport à cette gestion-là, prévisionnelle, j'allais dire, en tant que leader, et par rapport aussi à des risques qui sont des risques liés à la cyber, d'où cybersécurité. Je ferai une réponse en deux parties.
Et je commence par le positif. Il y a une partie active, dirigée vers l'action, vers la réaction, et une partie offensive et finalement positive par rapport à ça, qui est de se dire, quand j'ai identifié des risques, il faut que je m'organise pour y faire face et pour les maîtriser. Bon, typiquement, la cybersécurité, on sait qu'aujourd'hui, comme le monde se digitalise, bien évidemment, les risques de piratage, de détournement par tous les moyens possibles et imaginables des systèmes digitaux ou informatiques à distance explosent. Et donc, il faut se prémunir contre cela. Et donc, il y a du business à faire, il y a des emplois à créer, il y a des compétences à acquérir dans le domaine de la cybersécurité. Ce que nous avons fait, nous, depuis quelques années, en créant une filiale qui est dédiée, qui s'appelle Orange Cyberdéfense, qui a aujourd'hui quand même plus de 2500 personnes. C'est-à-dire qu'on est parti de zéro il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a 2500 spécialistes, essentiellement des ingénieurs. Dans ce domaine-là, hein. Énorme, Ouais. énorme. Alors, on l'a fait aussi par acquisition, bien entendu, et puis on a fait des acquisitions en France et en Europe. Il y a tout un volet aujourd'hui vraiment d'acquisition et de formation des étudiants à ces métiers de la cybersécurité parce qu'on n'a pas suffisamment en fait, de compétences. Donc, on y joue un rôle aussi. Mais on voit bien que là, il y a une vraie opportunité. Alors, vous allez me dire, c'est pas pour une raison très positive, parce que les cyberattaques, c'est plutôt le mauvais côté, le côté obscur de l'humanité. Mais bon, en attendant, il y a du métier, il y a des métiers à développer, il y a de la croissance à faire, et il y a un business qui est utile. À côté de ça, il y a la façon dont la question des risques, en général, est abordée dans, je dirais, nos sociétés. Quand je dis nos sociétés, c'est les pays, gouvernance internationale, je faisais allusion à Davos, et les entreprises. Moi, je serais tenté de vous dire que là, je porte un regard plus distancié sur ça, parce que, d'abord, on peut passer notre vie à essayer de faire l'inventaire des risques. Vous savez, il y a un exercice qu'on aime beaucoup faire dans les conseils d'administration, c'est le risk mapping, en bon français, c'est-à-dire la cartographie des risques. Alors, on peut passer notre vie à faire la cartographie des risques. Parce que des risques, il y en a partout. Si moi, je me lève un peu trop vite de cette chaise, eh ben, je vais peut-être me prendre les pieds là, dans la sacoche qui est là, et puis me casser la figure, et bon. Ou bien, je ne sais pas quoi, avoir un vertige, ou je ne sais quoi. Donc, c'est important, c'est intellectuellement intéressant. Est-ce que ça donne pour autant pour avancer? Moi, j'ai un peu des doutes là-dessus. Alors, vous trouverez toujours des gens qui vous diront « Ah bah, on vous l'avait bien dit ». Typiquement, alors l'épidémie, ça c'est un truc. Bien sûr que les épidémies, ça fait partie des cartographies de risque de toutes les entreprises du monde bien organisées depuis des années. Est-ce que pour autant, ça nous a permis d'être meilleurs dans ce qui vient d'arriver? Franchement, je ne suis pas sûr. Bon, donc, voilà, moi je pense qu'il faut être un peu humble par rapport à ça. Je ne dis pas que c'est inutile de réfléchir un peu au risque qu'on prend, mais chaque fois qu'on a un projet, chaque fois qu'on a une décision à prendre, on commence par se dire « oulala, quels sont les risques que je prends ?» Je dis, vous voyez, on ne fait plus rien. Ça me rappelle c'est ça le problème, on ne fait absolument plus rien. Le principe de précaution dont certains parlent. On va terminer avec... Oui, un peu. Oui, c'est ça. Stéphane, on va terminer avec vous parce que je sais que votre temps est compté, et puis ensuite on accueillera évidemment Christophe Barbier. Qu'est-ce qui a changé dans le rôle du leader avec la séquence que nous vivons? Et puis si on regarde dans le rétroviseur les un peu plus de 10 années que vous passez à la tête d'Orange de cette entreprise, et quel message vous auriez envie d'adresser à tous ceux qui dirigent, qui managent, quel que soit leur niveau hiérarchique? D'abord, dans la période qu'on vient de vivre, on a vécu une extraordinaire importance de la parole du leader. Si vous voulez, bien que je ne sois pas médecin, vous allez me dire, quand on entend toutes les contradictions qui s'égrènent jour après jour, c'est peut-être mieux que je ne sois pas médecin, et c'est peut-être pour ça que ma parole est plus écoutée, mais il est absolument frappant de voir combien le fait que moi j'ai été très présent en communication pour les salariés, pour les hommes et les femmes du groupe Orange, partout dans le monde. J'ai organisé pratiquement tous les 8 jours des messages vidéo, des émissions interactives. On a fait des visios comme ça avec des échantillons de salariés partout en Afrique, en Europe, en France, etc. Donc, ce canal de communication interne, il a été, c'est les remontées que j'ai eues,
Il a été extrêmement apprécié, mais ça nous place aussi face à une responsabilité. C'est-à-dire que chaque mot que j'ai prononcé a été vécu comme une chose importante par les hommes et les femmes du groupe. Donc la parole du leader, sa posture, son body language, les mots qu'il utilise, capital. Dans une période où on est dans un stress général et une incertitude générale, c'est la parole du leader, quel qu'il soit, que ce soit manager d'entreprise ou évidemment responsable politique. Regardez les audiences des émissions du président de la République. Donc la parole du leader a pris une importance considérable, qu'honnêtement, noyée au milieu d'un flot de paroles de toutes sortes, en temps normal, elle a quand même beaucoup moins. Donc ça nous met aussi face à une responsabilité particulière dans ces moments de crise. Après, moi je crois que le management, si vous voulez, c'est fondamentalement une aventure individuelle. Quand je dis une aventure individuelle, je ne crois pas tellement aux grandes recettes, aux conseils en matière de management. Chacun l'exerce avec son tempérament, ses valeurs, sa personnalité. Moi je pense que, au fond, ce qui est important, mais on se connaît bien, Frédéric, vous le savez, c'est l'humilité, oui, c'est-à-dire, j'ai toujours considéré que c'est pas parce qu'on est PDG ou que on doit se présenter avec une posture de sachant, d'autorité. Non, je ne suis pas pour l'exercice de l'autorité comme ça, et alors, je pense que ça ne marche plus du tout, sauf peut-être en période de crise. Là, il faut avoir une parole ferme. Et quand on ne sait pas quelque chose, dire qu'on ne sait pas. Mais la parole doit être ferme. Mais le reste du temps, oui, posture d'humilité, posture d'écoute, posture de bienveillance. Moi, j'aime pas, vous savez, quand j'étais plus petit, on utilisait cette expression, il est service-service. On disait ça souvent d'ailleurs des fonctionnaires, il faut dire, mais il est service-service, c'est-à-dire la règle, c'est la règle, etc. Bon. Ça n'a jamais été trop ma vision des choses. Moi, je trouve qu'il faut avoir des principes de vie collective, il faut avoir des règles, bien entendu. Il faut aussi avoir la capacité, de temps en temps, d'accepter des exceptions, d'accepter des erreurs et de ne pas les sanctionner. Il n'y a rien qui me choque plus, vous voyez, que des histoires de caissières dans un supermarché qui sont licenciées parce qu'elles ont piqué 10 centimes ou un bon de réduction dans la caisse. Je trouve ça horrible. Horrible. Donc, voilà, chacun ses valeurs. Moi, j'essaye d'avoir une expression qui est la mienne, et puis finalement de chercher un équilibre qui vise le bien-être des gens, la satisfaction des clients, parce que c'est quand même eux qui nous font vivre. On a des concurrents qui sont très agressifs, et donc on doit d'abord conquérir le cœur de nos clients, ça c'est fondamental. Savoir pour qui on travaille pour la société, on travaille aussi pour des actionnaires, donc il ne faut pas quand même les oublier. Et puis le bien-être des salariés, parce que s'il n'est pas au rendez-vous, aucun des autres ne peut être correctement servi et satisfait. Donc voilà, vous voyez, c'est des principes assez simples. Être soi-même. Je pense aussi que les gens s'habituent. Vous voyez, je me fais souvent cette réflexion parce que j'ai dépassé les 10 ans quand même en poste. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, je ne suis pas sûr que j'aurais imaginé que ça soit possible. Cette entreprise n'a jamais connu ça d'ailleurs, hein, c'est vraiment une nouveauté. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, l'avenir le dira. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une forme de... C'est rassurant pour les gens finalement d'avoir quelqu'un qui connaissent peut-être ses qualités, mais aussi ses défauts et ses limites. Hein. Je ne prétends pas être du tout... évidemment pas parfait, ni même le leader forcément qui a réponse à tout et qui ne s'est jamais trompé, et qui va toujours faire les bons choix. Hein. Mais voilà, les gens sont en confiance parce qu'ils savent que je ne ferai pas n'importe quoi, ils savent que je pense à eux. Ça, c'est très, très important. Et que, au fond, j'ai une espèce de désir de trouver les bons points d'équilibre entre les uns et les autres dans un monde où toutes ces parties prenantes ont souvent des intérêts opposés, voire complètement divergents. Voilà. Et d'avoir des valeurs humaines. Parce qu'au fond, c'est ça qui reste à la fin. C'est pas la compétence technique, c'est pas l'acrobatie financière, c'est quand même d'abord penser aux autres, penser humain, et penser que finalement derrière tout ça il y a des hommes et des femmes, et que c'est quand même leur vie à eux et leur bonheur à eux qui compte. Merci pour d'humilité, de proximité, de valeurs humaines. Vous les incarnez plus que jamais. Je vous remercie infiniment au nom du groupe IGS d'avoir participé à cette première édition en digital de Dirigeants en Pays d'Avignon. Et on compte bien sur vous pour nous retrouver à Avignon si vous en êtes d'accord. Merci infiniment, Stéphane.
J'en rêve. Bonne journée. Merci encore, merci, à très vite. Alors, la suite, Stéphane va devoir nous quitter, mais il peut suivre également la dernière séquence. Dernière séquence, on ne peut plus intéressante, puisque c'est le regard culturel, décalé, aiguisé de Christophe Barbier. On est dans cet environnement, vous le voyez avec toutes ces photos qui égrènent ce plateau depuis le début de cette émission. Christophe, après un petit jingle en compagnie de Jean-Pierre, tout de suite. L'entracte culturel aiguisé, décalé de notre ami Christophe, journaliste, éditorialiste, directeur de magazine, mais aussi écrivain, un nouveau livre, Les tyrannies de l'épidémie, Christophe, voilà, et puis camarade de l'ESCP. Merci Christophe d'être avec nous en compagnie de Jean-Pierre. Et je le disais, le regard de Christophe va nous éclairer, hein, Jean-Pierre. Voilà, donc Christophe, deux mots, en fait, on va absolument pas changer de thème, on va donc rester sur mondial, local. Simplement, ce qu'on va changer, c'est qu'on va changer de registre. Donc, on va plus parler d'économie, de politique, mais plutôt de culture, de subjectif. Et la question est toute simple. Si je vous dis mondial et si je vous dis local, vous me répondez? Eh bien, je vous réponds Ulysse. Parce que l'Odyssée, la grande aventure d'Ulysse, c'est la première en fait confrontation de ces deux modèles. Est-ce qu'il vaut mieux du local ou est-ce qu'il vaut mieux du mondial? Est-ce qu'on est capable d'affronter le mondial si on est bien dans le local? Alors Ulysse fait la guerre de Troie, puis après il revient, et donc là il commence, et c'est la première fois dans l'imaginaire humain, dans la mythologie humaine, il commence un voyage qui le mène en fait dans le monde entier. Évidemment, le monde connu, c'est-à-dire pour les Grecs, cette Méditerranée, Mare Nostrum, qui était les limites du monde connu. Et dans sa pérégrination pour retourner vers Ithaque, l'une des premières étapes que Ulysse accomplit avec ses marins, c'est d'arriver chez les lotophages. Alors les lotophages, c'est un peuple imaginaire, mais où sont les lotophages? Le pays des lotophages, c'est une petite île que les archéologues ont réussi à retrouver, à identifier. Ça serait du côté de Djerba, en Tunisie. Mais surtout, c'est l'expérimentation du local, dans la mesure où il y a là une nourriture locale, très prisée, qui est donc le lotos. Et le lotos, sans doute inspiré aussi de ce qu'on connaissait des fleurs de lotus, c'est en gros l'opium. Et donc quand on en prend, on oublie tout, on oublie qui on est, on n'a plus envie de partir, on est super bien. Et tous les marins de Ulysse lui disent, mais c'est formidable le circuit court, c'est formidable le local, on vit ici, on se repose ici, on mange du lotos et on est heureux. Et il a donc toutes les peines du monde à les ramener de force sur le bateau et à les emmener sur la mer pour qu'ils rentrent vers Ithaque. Alors évidemment, après cette expérience du local un tout petit peu piège, du circuit court dans lequel on est un peu enfermé, Ulysse va les emmener à l'inverse, c'est-à-dire on va aller voir le mondial, on va aller voir le circuit le plus large possible et on va chez Éole, le dieu du vent. Et donc Éole, ce qu'il a de formidable, c'est qu'il parcourt complètement le monde et il ramène, il rapporte des quatre coins du monde grâce au vent tous les trésors qu'il a pu accumuler. Et Éole fait amitié avec Ulysse et lui dit, écoute, je vais te donner de quoi rentrer chez toi, voilà la route pour aller vers Ithaque, et puis je te donne une amphore avec un cadeau. Et donc voilà les marins d'Ulysse repartant, et ils arrivent à quelques encablures d'Ithaque, ils voient le rivage, ça y est, ils reviennent à la maison après des années de guerre. Mais à ce moment-là, les marins se disent, c'est bizarre cet amphore que Éole a donné à notre patron, il doit y avoir des trésors dedans, on va ouvrir l'amphore, on va se la partager, il n'y a pas de raison qu'il ait tout pour lui, ça doit être des trésors, ça doit être des bijoux. Ils ouvrent l'amphore et non. Dans l'amphore, Éole, il a enfermé tous les vents du monde. Et d'un seul coup se déclenche à quelques encablures d'Ithaque une tempête absolument extraordinaire qui envoie le bateau d'Ulysse à l'autre bout du monde. Et voilà les marins, loin de chez eux, égarés. Leur cupidité finalement, leur envie de voir les trésors de la mondialisation, du mondial, les a amenés à se perdre et à perdre complètement de vue le local, la patrie, la maison. Alors ils reprennent leur pérégrination, ça prend des années et ils finissent par se dire, bon, vraiment, il n'y a que le pays qui compte, il n'y a que le local, il n'y a que le circuit court. Et ils arrivent chez Hélios. Et Hélios, le circuit court, il connaît, parce que Hélios, donc le dieu du soleil, lui, il élève des bœufs, qui sont les bœufs les plus merveilleux de l'Antiquité, tellement merveilleux d'ailleurs qu'ils sont sacrés. On n'a pas le droit de toucher aux bœufs d'Hélios. Sauf que lors de cette étape, pour se reposer avant de rentrer à la maison, le brouillard arrive et on ne peut pas reprendre la mer. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, les marins meurent de faim. Et ils décident de tuer les bœufs d'Hélios et de s'en nourrir.
Et donc Hélios jette sur eux une malédiction, il les rejette à la mer, et là, il fracasse le bateau d'Ulysse, et ils se noient tous les marins se noient, sauf Ulysse, qui lui a résisté et n'a pas mangé les bœufs d'Hélios. Et Ulysse va donc rentrer tout seul à Ithaque, sauf que sur son chemin, il va être capté par Calypso. Et là, Calypso, ben c'est une enchanteresse, hein, c'est une femme magnifique, et Calypso va le garder pendant 7 ans. Sur les 10 années de voyage d'Ulysse, il y a 3 ans d'aventure avec ses marins, et il y a 7 ans de douce captivité chez Calypso. Alors, est-ce qu'il vaut mieux le local, le micro avec les lotophages? Non. Avec Hélios? Non. La mondialisation, les longs circuits, ça porte aussi son éloignement, sa nostalgie du pays, son mal du pays et son malheur. Est-ce qu'il vaut mieux être dans les bras de Calypso? Bah, finalement, Ulysse se dit que pourquoi pas. C'est pas le circuit court, c'est le court-circuit. C'est-à-dire le coup de foudre. Il a le coup de foudre pour Calypso, il lui fait 2 enfants, et il faudra toute l'insistance d'Athéna, émue par la patience de Pénélope, pour que Ulysse soit convaincu, après 7 années de circuit court, de bonheur local, de reprendre la mer pour terminer son voyage et aller à Ithaque reprendre sa place. Alors, moralité, en fait, entre la mondialisation et le local, entre le circuit court et le circuit long, il n'y a pas de supériorité. Ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait, et c'est l'alternance entre les deux. Il y a dans le circuit court énormément de vertus, mais beaucoup de limites. Et il y a dans le circuit long beaucoup de défauts, beaucoup de vices, beaucoup d'effets pervers, mais cette notion que nous sommes des humains et que rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger et que nous avons en nous le devoir d'être un Ulysse, d'être un aventurier et de tenter chacun à notre petite échelle, et Stéphane Richard a décrit la sienne, de tenter notre Odyssée. D'ailleurs, Odyssée, c'est le même mot qu'Ulysse. Quand on dit l'Odyssée d'Ulysse, c'est un pléonasme. Odyssée, Odysseus, c'est le nom d'Ulysse dans l'épopée d'Homère. Merci beaucoup. Je crois que c'était éclairant, et puis je crois que finalement ça apporte de l'eau au moulin et de Stéphane Richard dans ce qu'il nous a raconté, et de Jean-Daniel Lévy d'ailleurs, parce qu'au bout du compte, ce miroir grossissant, on vient de le retrouver à travers cette expérience. Et merci encore pour cette, comment dois-je appeler ça, une péroraison? Oui, ou une métaphore. Une métaphore. Voilà. Alors prenons les deux. Voilà, une péroraison métaphorique. Et moi j'adore, hein. Je suis sûr que vous êtes comme moi, quand Christophe est là, on prend du recul, on s'évade. Merci en tout cas. Vous êtes là devant Ulysse et les sirènes, on a mis en illustration quand même le plus sexy des épisodes d'Ulysse, c'est quand les sirènes essayent de l'arracher à son bateau. Moi j'ai du boulot là moi. Merci beaucoup, merci Christophe, merci infiniment, merci Jean-Pierre. Voilà, c'était notre premier épisode de cette saga. Merci malgré les petits aléas techniques de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous depuis le début, avec cette belle initiative du groupe IGS de garder le lien et de faire qu'il y ait un DPA, un dirigeant en pays d'Avignon, à distance comme ça et en digital. Je remercie Jean-Pierre Hulot qui est notre metteur en scène. Merci Jean-Pierre à nouveau. Remercier toutes les équipes ici du plateau de l'une des écoles du groupe IGS, l'ISCPA. Merci à Karine Leclerc-Griveaux, Frédéric Bruno, Laureline Plaisant. Je salue Antoine aussi, notre réalisateur. Je n'oublie pas notre comité d'organisation. Toujours fidèle, Jean-Michel Garrigue, Gilles Poulini, Thierry Teboul, Jacques Téphanie, Lionel Prudhomme, Dieu Salles. Et puis vous remercier infiniment, vous tous, d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis avec ces 4 actes qu'on va renouveler donc. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de En attendant DPA. À très bientôt et bonne journée.